Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Donc, le laboratoire de l'égalité a été créé il y a 10 ans pour un peu présenter le laboratoire sous l'impulsion d'Olga Trostiansky et de Corinne Hirsch, principalement pour un meilleur partage donc, d'une culture commune de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc aujourd'hui, vous allez initier notre premier rendez-vous, les pages de l'égalité. Euh, nous allons parler argent, ce que coûte le patriarcat à la société et particulièrement aux femmes. Donc nous sommes ensemble pendant 1 heure. Pour les questions, vers 19h15, 19h20, je mettrai un petit mot à nos participants et participantes, enfin, du moins nos spectateurs, spectatrices plutôt, pour qu'ils posent leurs questions dans le petit onglet qui s'appelle questions et réponses, Q&R. On en choisira 3. Et voilà, donc comme ça, on essaiera de faire le tour, si un tour on peut en faire en 1 heure de temps. Voilà, donc avant tout, merci encore de cette invitation et je vais laisser la parole à Aline qui va vous présenter. Oui, merci beaucoup pour votre participation, puis merci à toutes les personnes qui arrivent là et qui ont été très intéressées par à la fois le sujet et bien sûr par cet échange. Alors, je voulais juste dire un mot de présentation sur chacune de vous. Lucille Pétavin, vous êtes historienne, spécialiste du travail des femmes dans l'artisanat et le commerce. Vous avez rejoint le laboratoire de l'égalité en 2016, où vous travaillez à la lutte contre la précarité des femmes. Le coût de la virilité est votre premier essai. Vous y posez la question de la surreprésentation des hommes dans la plupart des comportements dits asociaux et du coût que cela représente pour la société. En arrière-plan, vous nous permettez de comprendre quelles sont les conséquences très concrètes d'une virilité érigée en idéologie culturelle dominante. Lucille Quillet, vous êtes journaliste, spécialiste de la condition féminine et du travail des femmes et en même temps, vous êtes aussi conférencière. Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, voilà, merci Laurence de nous le montrer, est votre second essai. Vous y posez d'emblée la question la plus subversive qui soit, le couple est-il une arnaque pour les femmes ? Vous nous montrez que ce qu'investissent les femmes en temps, en argent, en énergie est un bénéfice pour leurs compagnons et pour la société, un bénéfice qui est non seulement non reconnu et non valorisé, mais qui les empêche bien souvent de s'accomplir et de s'émanciper. Alors, première question pour toutes les deux qui concerne directement le thème global de cet échange. Vous parlez toutes les deux de ce que coûte la survivance du patriarcat à la société et aux femmes. Lucille Pétavin, je vais donner donc 2 exemples. Lucille Pétavin, vous évaluez ce que vous appelez le coût de la virilité en France à 95 milliards d'euros par an. Lucille Quillet, de votre côté, vous évaluez le coût du travail domestique des femmes en France à 210 milliards d'euros par an. Donc, vous mettez toutes les deux le coût financier au centre de votre démonstration. Pourquoi était-il important pour chacune de vous de passer par les chiffres? Lucille Pétavin, on commence par vous, si vous voulez bien. Avec plaisir. Alors, merci pour cette invitation, merci pour cette présentation. Je suis ravie d'être là ce soir, avec Lucille Quillet notamment. Alors, pour répondre à votre première question, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, ce qu'on ne chiffre pas, ce qu'on ne compte pas, n'existe pas. Et je crois que quand on est féministe, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que lorsque l'on veut dénoncer, par exemple, les inégalités dont les femmes sont victimes, eh bien, si on n'a pas de chiffres, on ne peut pas convaincre les politiques, par exemple. Et puis, parler avec des chiffres, parler avec des statistiques, c'est finalement parler un langage universel. Et je crois que lorsque l'on veut convaincre, et notamment convaincre les hommes, et là je parle d'expérience parce qu'en ce moment, voilà, c'est vraiment le cœur de mon activité, eh bien les chiffres sont une arme extrêmement précieuse. Voilà, on se place d'un point de vue objectif, le plus objectif possible.
Et puis aussi, l'économie, c'est une réalité qui fait partie de notre société. Et c'est vrai que aborder le coût de la masculinité toxique, donc ce que j'ai fait sous l'angle de l'économie, est pourtant quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Alors qu'effectivement, quand on regarde les chiffres des comportements asociaux des hommes, en effet, les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de délinquance, de criminalité, de comportements à risque. Et tout ça a des coûts extrêmement élevés, donc 95,2 milliards, mais c'est sous-estimé, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, et donc des coûts qui pèsent sur la richesse nationale. Donc, effectivement, ça permet de prendre conscience véritablement des effets néfastes de ces comportements et permettre, j'espère, une prise de conscience pour ensuite les déconstruire. Merci, Lucille. Et du coup, pour vous, Lucille Quillet, c'est la même chose qu'on ne chiffre pas, ne compte pas non plus? Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Lucille, sachant que je la rejoins sur la langue universelle des chiffres. Et aujourd'hui, on est dans une société capitaliste qui va hiérarchiser l'importance des choses selon la valeur produite, selon des données monétaires. Et du coup, pour moi, ça semblait très important de revenir à ce langage complètement objectif, sachant que moi, donc en tant que journaliste, j'ai beaucoup interviewé de femmes, entendu beaucoup d'histoires. C'est vrai que je remarquais qu'en fait, quand les femmes témoignent des inégalités qu'elles subissent, on les renvoie souvent à leur subjectivité. On va relativiser leurs propos en disant qu'elles exagèrent, que c'est leur cas particulier, qu'elles ne peuvent pas faire des généralités à partir de ça, que c'est leur sensibilité, ou qu'elles sont trop sensibles, ou hystériques, ou tous ces stéréotypes qu'on ne connaît malheureusement que trop bien. Et du coup, je trouvais ça pertinent et important de convoquer les chiffres pour parler la même langue. Et qu'en fait, il n'y aurait pas de relativisme possible par rapport à ça. C'est un langage concret. C'est aussi, mais comme vraiment la démarche qu'a eue Lucille aussi sur le coup de la virilité, et dans le même... je la trouve très, très pertinente. C'est-à-dire qu'en fait, on montre aussi ce qu'on perd. Et là, il y a voilà, et on évoque un coût d'opportunité, un manque à gagner de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec cet argent. Et donc là, ça change le rapport des possibles, sachant que pour moi, l'argent, il y avait deux dimensions. Il y avait l'argent qu'on a et qu'on va dépenser sur certains pôles de dépenses. Et puis, c'était très important de parler de l'argent qu'on n'a pas à cause du couple, à cause des choix faits par la famille, et du coup, de tout ce manque à gagner pour les femmes. Et en fait, ce coût d'opportunité, il est très important dans la façon dans les calculs et les mises en avant que j'ai faites. Alors, je tiens à rappeler que moi, je me suis basée sur les chiffres et les statistiques de chercheuses, de démographes, statisticiennes. Donc, j'ai pas fait de calcul par moi-même. Je me suis reposée sur des chiffres qui étaient déjà existants. Et je remercie vraiment au passage toutes les chercheuses qui ont fait ce travail. Parce que sans cette base de données, il y a beaucoup de chiffres qui sont issus de l'INSEE dans mon livre, sans cette base de données, ça n'aurait pas été possible. Et ça, je sais que c'est aussi du travail qui n'a pas forcément été évident, qui a pris plusieurs années pour avoir des angles justement de recherche, d'études, de statistiques, avec cette sensibilité à cette question-là de l'argent des femmes. En plus, quand en France, on regarde beaucoup les ressources du foyer, on va mutualiser et qui du coup cache en fait la précarité de beaucoup de femmes, notamment certaines qui sont dans des foyers riches, mais qui en fait elles-mêmes à leur échelle individuelle sont pauvres. Donc voilà, ça me semblait assez pertinent aussi parce que j'ai l'impression que quand on parle des inégalités que subissent les femmes, on doit s'y intéresser pour être gentil, d'une certaine façon. Et que c'est une grande faveur de leur faire ça et qu'on est, voilà, on est sympa, on s'intéresse, on est gentil, on s'intéresse à toutes ces questions-là. Alors que pour moi, les chiffres, ça permet aussi de ramener à une question plus collective de qui sommes-nous en tant que société, comment est-ce qu'on reconnaît le travail
la valeur qui est créée, comment est-ce qu'on redistribue aussi, et comment est-ce qu'on va sécuriser des femmes qui font aussi un travail essentiel et leur donner de la reconnaissance. Donc, pour moi, ça permettait aussi d'aller, non pas sur un enjeu de gentillesse et d'empathie et de tout ce discours-là, mais plus d'aller sur un enjeu de justice et de société. Et du coup, ça permet aussi de passer d'une échelle individuelle, qu'est-ce que je peux faire à l'échelle de mon couple, à une échelle plus sociétale et donc politique. Laurence, tu veux continuer? Alors du coup, donc, on continue sur l'argent. Donc, Tikié, vous dites donc notre argent a du pouvoir, ce que vous venez de démontrer. Est-ce que vous pourriez donc toutes les deux nous expliquer en quoi prendre conscience de ce pouvoir que nous détenons, nous les femmes, peut influer sur l'égalité entre les hommes et les femmes, justement? Je commence du coup. Oui, Pourquoi oui, pas? oui. Pourquoi pas? Ok. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement que ces chiffres nous permettent de voir qu'il y a des coûts, des manques à gagner et surtout un gaspillage absolument colossal, que ces inégalités ont des coûts financiers, mais aussi des coûts humains, parce que effectivement les discriminations, les violences, les prises de risques, etc., ça a des coûts directs donc pour l'État, pour la justice, pour les services de santé, mais aussi effectivement des coûts pour la société, liés donc au décès, aux pertes de productivité, aux souffrances physiques, psychologiques des victimes, etc., etc. Et tout cela, effectivement, on peut l'estimer et c'est quelque chose dans lequel je me suis lancée et que j'ai estimé, justement, pour se rendre compte, en fait, des coûts financiers et humains qu'il y a derrière et tout le gaspillage, finalement. Et de se dire que si on réduisait les inégalités entre les hommes et les femmes, on vivrait dans une toute autre société. C'est-à-dire qu'effectivement, on économiserait chaque année des dizaines de milliards d'euros par an. Donc, il y aurait un vrai impact sur la richesse nationale. Tout à l'heure, je disais donc que mon évaluation était à près de 100 milliards d'euros par an. C'est à peu près équivalent au déficit annuel du budget général de la France avant le Covid. Et avec cet argent, on pourrait faire des choses tellement plus positives que les mettre dans la construction de prisons ou dans des effectifs de police, par exemple, puisqu'il faut savoir qu'on estime, par exemple, l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros par an, que le déficit des hôpitaux, c'est 30 milliards d'euros par an, le budget de la recherche, c'est 50 milliards d'euros par an. Donc, ça donne comme ça des ordres de grandeur. Et puis, quand je disais effectivement qu'il y a des coûts humain, eh bien, effectivement, si là aussi on réduisait les inégalités, qu'on éradiquait la domination masculine, eh bien, il y aurait des conséquences tout à fait positives sur le quotidien des citoyens et des citoyennes, puisque de fait, les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient de façon drastique. Et donc, on n'aurait plus peur, par exemple, de marcher seul dans la rue, on n'aurait plus peur de laisser nos enfants jouer dehors, on n'aurait plus peur de se faire cambrioler, par exemple, etc., etc. Donc finalement, on vivrait dans une société beaucoup plus riche, dans laquelle on serait tous beaucoup plus libres parce que beaucoup plus en sécurité. Et donc, on voit, avec ces chiffres et à travers cet impact, finalement, l'importance que le combat féministe a, l'importance d'éradiquer la domination masculine, de ne plus éduquer les enfants et notamment les petits garçons à travers ces valeurs de virilité, à travers cette loi du plus fort. Et donc, je crois qu'effectivement, les chiffres sont un pouvoir puisque quand on voit les effets bénéfiques qu'il y aurait à grande échelle et on en bénéficierait toutes et tous. Et mettre une taxe sur la virilité, ce serait une idée? Mais Au même titre que la taxe rose, si je puis dire. Non? Alors pourquoi pas? En plus, on est en période de campagne présidentielle, alors À c'est le suggérer? moment. Exactement. Oui. Pollueur, Pensez-vous, Lucille, payeur. qui est de cette question-là de l'argent, ce que vous disiez là, notre argent a du pouvoir? Oui, notre argent a du pouvoir. Alors, je pense qu'il y a deux échelles en fait. Moi, c'est souvent les réactions que j'ai eues après le livre. On m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour rendre son couple plus égalitaire? Alors,
il y a l'échelle individuelle et il y a l'échelle plus politique. À l'échelle individuelle, déjà, prendre conscience de tout ça, je pense que ça permet de faire des calculs plus justes et de se donner plus de moyens. Et plus de moyens égale plus de choix, égale plus d'autonomie. Si, par exemple, je réfléchis à comment est-ce qu'on gère le coût de la contraception au sein du couple, est-ce qu'au final, ça ne serait quand même pas la moindre des choses qu'un conjoint paye 50% des frais de contraception. Et quand je parle des frais de contraception, c'est la consultation gynéco qui n'est rarement intégralement remboursée et qui est très chère, tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir, sachant qu'en plus, une femme va prendre sur elle l'examen, la charge mentale, toute la logistique autour de la contraception. Je pense que payer 50% pour quelque chose dont les hommes bénéficient au même titre, voilà, c'est quand même le minimum. Si, par exemple, on remet en question le fait de faire 50-50 dans son couple, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup valorisé, je trouve, au sein de ma génération. Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui, pour montrer combien on était émancipée, féministe, indépendante et défendre son honneur, il fallait faire 50-50, il fallait refuser de se faire inviter au restaurant, tous ces trucs-là. Il y a encore 42% d'écart de revenus en moyenne dans les couples. Donc, en fait, je trouve ça injuste, absurde et presque un peu sadique de demander aux personnes qui subissent les inégalités d'être exemplaires et de corriger le tir, alors qu'en fait, du coup, ça va se traduire par moins d'épargne pour elles. Moins d'épargne égale moins d'investissement, égale moins de retraite. On sait qu'il y a à peu près 40% d'écart de retraite entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Donc, en fait, faire 50-50, moi, je trouve que c'est plutôt une arnaque. On peut aussi réfléchir à la façon dont on répartit les dépenses au sein de son couple pour aussi placer son argent dans des choses durables sur lesquelles on va pouvoir capitaliser, au lieu, par exemple, d'acheter les courses et les fournitures, tout ce qui est périssable, éphémère et non valorisé par la société. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire à son échelle qui nous permettent d'avoir plus de moyens, d'avoir plus de choix. Après, pour moi, je pense que prendre conscience du pouvoir de l'argent, pour ça, il faut déjà se rendre compte de la valeur qu'on crée. Et ça, moi, c'était, je pense, le premier objectif avec le livre, c'était déjà de donner de la reconnaissance au travail des femmes, à tout ce qu'elles font, et de combattre en fait ces idées reçues qu'on a et ces stéréotypes liés aux femmes et à l'argent, sachant que voilà, une femme qui va parler d'argent est une personne intéressée, calculatrice, vénale, égoïste, individualiste, qui n'aime pas vraiment son conjoint. Et puis, il y a aussi ce stéréotype encore hyper présent de la femme entretenue. C'est-à-dire qu'une femme qui va passer à temps partiel pour être la variable d'ajustement de la famille et arranger tout le monde, on va dire qu'elle est entretenue parce que elle a de la chance, elle travaille que la moitié du temps et c'est son conjoint qui va payer beaucoup plus. Ça, en fait, ça masque la réalité qui est que la société et bon nombre d'hommes sont entretenus par le travail gratuit des femmes. Parce que si les femmes ne faisaient pas tout ce travail gratuit, donc c'est-à-dire 72% des tâches domestiques de base, le travail de la contraception, le travail d'aidant aussi, enfin, aujourd'hui on a vraiment une problématique sur les aidants et à 60% ce sont des femmes, ils ne pourraient pas s'investir dans leur carrière à ce point, ils ne pourraient pas avoir ce niveau de revenu, ils ne pourraient pas réussir, sachant qu'aujourd'hui la réussite, on la définit comme un parcours pour les gens qui n'ont pas à s'occuper de leurs responsabilités domestiques et parentales. Donc, en fait, la société aussi, elle est entretenue par ce travail gratuit des femmes. On manque de crèches, on manque de structures pour gérer les problématiques liées à la vieillesse. La contraception, elle est aussi... Je veux dire, c'est des thématiques de société, de santé publique. Moi, j'imagine souvent ce que les femmes... ce qui se passerait si les femmes faisaient grève. Et en fait, là, on se rend compte de ce qu'est le travail et de toute la valeur qu'elles donnent à la société et à leurs conjoints. C'est-à-dire qu'elles en bénéficient elles aussi. Évidemment que moi, quand je prends une contraception, je suis très contente aussi, j'en bénéficie. Mais il faut quand même aussi revoir un peu les choses. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas parce que les femmes ont assuré ce travail. On n'a pas de crise sanitaire liée à la vieillesse ou à la gestion de la petite enfance parce qu'il y a des femmes qui, pour pallier le manque de place en crèche, s'arrêtent de travailler, s'occupent de leurs enfants, mais à quel prix en fait, ou qui prennent un congé parental, payer 400 €. Bon, donc en fait, quand on arrive à voir la valeur qui est créée, déjà on combat les stéréotypes et on arrive à s'indigner et réclamer ce qui nous est dû. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de
de très important, d'avoir conscience de ce qu'on mérite vraiment, ce qui est en fait juste vis-à-vis de la situation actuelle. Donc, c'est vrai que ce livre, moi, le langage des chiffres, c'était pratique en effet pour s'adresser au plus grand nombre et notamment aux hommes. Après, moi, je vous avoue que je l'ai plutôt écrit en pensant à un lectorat féminin et de dire, mais il faut quand même déjà un peu se rendre ce mérite, se rendre compte de toute la valeur qu'on crée et du coup, que notre indignation et que nos demandes sont légitimes. Et c'est vrai que je suis très contente parce qu'après la sortie du livre, je pensais que j'allais devoir un peu batailler pour expliquer que c'était un sujet légitime et je pensais que j'allais rencontrer beaucoup d'opposition. Et en fait, j'ai reçu plein de messages de lectrices. Alors après, c'est peut-être biaisé parce que les gens qui vous écrivent sont plutôt ceux qui ont apprécié le livre. Voilà, ceux qui ne l'ont pas apprécié écrivent en commentaire, alors que bon, la plupart du temps, ils ne l'ont pas lu. Mais de toute façon, et en fait, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui me disaient que ça leur avait fait du bien parce que ça mettait des mots sur ce qu'elles ressentaient mais qu'elles n'arrivaient pas à formuler, sur un sentiment d'injustice qui était, voilà, qu'elles n'arrivaient pas à expliquer, et du coup sur tout ce qui était invisible, mais qui était quand même là, dans le ressenti de beaucoup de femmes. Donc là, pour moi, ça a été une grande satisfaction de me dire que cet objectif-là de donner de la reconnaissance et de valoriser en fait tous les dons invisibles qui étaient faits par les femmes, et voilà, avait trouvé sa cible, on va dire. Mais justement, vous parlez toutes les deux de ce fameux mécanisme d'invisibilisation à des niveaux différents, mais vous en parlez toutes les deux, qui serait à l'œuvre donc dans notre société et qui masquerait à la fois les coûts, les responsabilités et les enjeux fondamentaux. Alors, je voudrais vous poser peut-être une question plus particulièrement à vous, Lucile Pétavin. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous nommez le point aveugle? Le point aveugle, c'est ce qui conduit à réduire l'importance des violences dont sont responsables les hommes dans la société et donc à minimiser leur coût global pour la société et pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, quand je me suis lancée dans l'écriture du livre, la chose qui a été la plus difficile peut-être pour moi, ça a été de trouver des statistiques et de trouver les chiffres. Parce que quand on regarde ce qui est produit par les services de statistiques des ministères de la Justice, de l'Intérieur, sur toutes les questions d'insécurité, en fait, à aucun moment, ou alors très, très, très rarement, ils ne prennent en compte le critère de la responsabilité par sexe, la responsabilité des hommes et la responsabilité des femmes. Par exemple, ils vont prendre l'angle de l'âge, du milieu social, du niveau d'études ou que sais-je encore, mais à aucun moment il n'est pris l'angle du sexe, alors que le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, donc les personnes qui ont ces comportements asociaux, ces comportements de violence, ces comportements de prise de risque, etc., ce sont les hommes et donc le sexe masculin dans l'immense majorité des cas. Et pour rappeler un petit peu les chiffres, parce qu'effectivement, on ne l'a pas dit au début, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des mises en cause par la justice sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, la population carcérale est à 96% masculine. Moi, c'est à partir de là voilà, de ce chiffre précisément que j'ai eu envie d'écrire Le coût de la virilité, parce que je me suis dit, mais comment il est possible que je ne le sache pas? Comment il est possible qu'on n'en parle pas, que ça ne fasse pas débat? En fait, comment il est possible que les prisons soient remplies d'hommes et pourtant, tout le monde trouve ça normal? Et quand on regarde par type d'infraction, on voit que les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc 99% des auteurs de viol, 86% des auteurs d'homicide, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 95% des auteurs de vol avec violence, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, etc., etc. Voilà. Et en fait, la difficulté, ça a été de trouver ces chiffres. Et quand je vous disais tout à l'heure que le coût de la virilité, que voilà, j'ai estimé à 95,2 milliards d'euros par an, il est largement sous-estimé parce que
il y a un grand nombre d'infractions pour lesquelles je n'ai pas eu accès aux données statistiques, donc ventilées par sexe. Et puis bon, bien sûr, il y a aussi un grand nombre d'infractions, de délits qui ne font pas l'objet d'une procédure pénale et donc on ne peut pas le comprendre dans le calcul des coûts. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on a ces chiffres, eh bien, on peut en conclure que si tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes, et cela, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle ils se trouvent, le milieu social dans lequel ils ont grandi, la zone géographique dans laquelle ils habitent, etc., etc. Il y a toujours un gouffre entre les hommes et les femmes, un gouffre statistique sur cette question. Et donc finalement, effectivement, les ministères de la Justice et de l'Intérieur fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas discuté, c'est quelque chose qui ne fait pas débat. Donc moi, j'espère qu'avec mon livre, voilà, on va prendre le problème, on va prendre conscience du problème et remonter à l'origine. Mais je crois que les deux mécanismes qui font que finalement, il y a une invisibilisation, la première chose, c'est qu'on considère encore souvent que les hommes se comportent de cette façon par nature. En fait, il y a quelque chose chez les hommes intrinsèque à ce qu'ils sont qui les pousserait à être agressifs. Alors souvent, on a l'argument de la testostérone qui revient sans cesse. Donc voilà, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais effectivement, la science ne fait pas le lien entre la testostérone et les comportements agressifs des hommes. Ce n'est pas non plus le temps des cavernes. Voilà, les hommes n'ont pas toujours été, voilà, les rôles sociaux entre hommes et femmes n'ont pas toujours été d'un côté ceux qui chassent et de l'autre ceux qui restent enfantés dans les grottes. Voilà. Donc finalement, on est du côté de l'éducation et je sais qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on considère que le masculin est la norme. Par exemple, donc moi je suis historienne, et bien pendant longtemps, quand on a fait l'histoire des hommes, on a considéré qu'on avait fait l'histoire de toute la population. Et je peux vous assurer que non. Voilà, donc je crois qu'il y a ces deux mécanismes-là qui invisibilisent en fait voilà, le fait que l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de prise de risque sont commis par les hommes. Grand merci, Lucille. Et ce mécanisme d'invisibilisation, Lucille Quillet, vous en parlez bien sûr aussi. Vous dites que les femmes sont les variables d'ajustement de l'ombre et que les hommes réalisent une véritable économie d'échelle sur le travail invisible des femmes à l'intérieur du couple hétérosexuel. Alors, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, il y a beaucoup à dire, mais déjà, moi, je voulais vraiment saluer Lucille pour sa démarche que j'ai trouvée tellement pertinente, en fait, parce qu'en effet, ce côté, c'est la norme et de se dire que c'est comme ça. Et je trouve ça très puissant de nommer, en fait, la classe sociale des hommes en tant que telle, de l'étudier et de montrer que c'est pas du tout la norme, c'est tel groupe. Et à l'inverse, de déminoriser, entre guillemets, le groupe des femmes, qui est quand même 50%, voire 51-52% de la population. Et je trouve ça sidérant de voir qu'à chaque fois, les problématiques féministes ou voilà, les problématiques qui concernent les femmes sont traitées comme des sous-sujets. Et en plus, moi, pour l'avoir largement observé dans la presse, ça fait en fait depuis MeToo qu'on va beaucoup plus s'intéresser à ces problématiques-là, mais qu'avant, c'était des sujets de presse féminine. Et en plus, la presse féminine, elle était regardée avec condescendance. Donc, ça voulait dire beaucoup. Après, pour revenir donc sur votre question, sur les variables d'ajustement, moi, il y a des données statistiques que je trouve incroyables, qui sont celles de Delphine Roy, donc, qui a étudié la charge domestique horaire. Les femmes sont des variables d'ajustement sur plein de points. Hein. C'est-à-dire qu'elles prennent la charge contraceptive, la charge sexuelle, la charge des enfants, la charge domestique, la charge de la famille, la charge mentale. On peut faire une liste très, très longue. Mais voilà, juste cet exemple des tâches domestiques, c'est-à-dire qu'une femme seule, célibataire, on estime qu'elle fait à peu près 16 heures
de 16 heures de tâches domestiques par semaine pour elles-mêmes. Un homme, 11. Donc là, on peut dire que les femmes sont plus maniaques ou voilà, ce genre de choses qu'on a l'habitude d'entendre. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la mise en couple, la femme ajoute 7 heures de tâches domestiques et l'homme en enlève 2. Et que quand ils ont un enfant, en moyenne, elle ajoute encore 5 heures et lui en ajoute 1. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous avez un homme célibataire qui va passer 11 heures par semaine aux tâches domestiques et un homme en couple avec un enfant va passer 10 heures. Là, après, la femme avec un enfant, elle est à 28 heures. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que quand il y a une séparation, là, elle rogne, en fait, je crois que c'est 5 heures de tâches domestiques en moins après la séparation. Donc, en fait, c'est comme si la rupture faisait qu'elle avait un enfant en moins en charge. Et ça, je pense que c'est une donnée qui est frappante parce que ça montre en fait combien le couple va surcharger la femme dans des tâches qui ne sont pas payées et qui ne sont pas forcément de sa responsabilité. C'est-à-dire que souvent, quand je parle de la valeur du travail domestique, on me dit « oui, mais bon, on ne va pas être payé pour sortir nos poubelles, se laver les dents et se faire à manger. » Certes. Voilà, est-ce que moi, je n'ai demandé à personne de faire un enfant. Si vous voulez être payé pour aller chercher votre enfant à l'école, ça vous regarde. OK. Moi, écrire ce livre, je suis plutôt spécialisée sur le travail des femmes. Ça m'a permis, enfin, sur la vie professionnelle des femmes. Et en fait, ça m'a permis de changer de définition du travail. C'est-à-dire qu'on a cette idée que le travail, c'est un contrat, un bulletin de salaire, voilà, une vie en entreprise ou en tant qu'indépendant. En fait, moi, maintenant, le travail, je le vois beaucoup plus comme une activité qui génère de la valeur ou une opportunité pour une autre personne que soi. C'est-à-dire que la surcharge domestique que moi, je vais prendre à la mise en couple, c'est du travail que je fais pour mon conjoint. Et c'est du travail qui, lui permet d'avoir du temps, de l'énergie à se consacrer à une activité rémunérée, sa carrière. Et ça, moi, ce que je rappelle, c'est qu'en fait, être la variable d'ajustement, ça permet d'avoir un équilibre au temps présent, de satisfaire, on va dire, le bien-être de la famille. Et parfois, c'est aussi fait de bon cœur, de façon volontaire. Il y a la majorité des temps partiels qui sont subis, mais il y en a aussi qui sont choisis et que c'est une vraie volonté de la part des femmes. Et pour moi, ça ne change strictement rien. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ça n'enlève pas moins le fait que c'est du travail qui crée de la valeur. Donc bon, quand vous êtes au temps présent, tout va bien. Sauf que si vous regardez la capitalisation long terme, en fait, vous vous exposez à plus de risques parce que s'il y a rupture, voilà, l'image que je prends souvent, c'est qu'en fait, la carrière de l'homme, donc qui est celui qui gagne le plus dans 75% des couples en France, la carrière de l'homme est la locomotive. C'est-à-dire que quand on est une famille et qu'on est tous dans la locomotive, tout le monde avance très vite, on est très content. Le jour où il y a une rupture, la femme sort à quai, souvent avec les enfants dans les bras, parce que dans 75% des cas, les décisions de justice donnent la garde exclusive à la mère. La locomotive va continuer de tracer, c'est-à-dire que le conjoint qui n'a jamais modulé son temps de travail et n'a pas rempli ses responsabilités domestiques et parentales, il va toujours avoir son évolution de salaire, son évolution professionnelle, une bonne retraite, des bons droits au chômage. Tandis que la femme qui est à quai avec des enfants, elle continue à pied. C'est-à-dire qu'elle gagne moins, ça va être plus compliqué peut-être d'avoir une carrière plus dynamique sur le marché du travail. Et en plus, elle a la charge des enfants. Il faut quand même rappeler que la pension alimentaire moyenne en France est de 170 € par mois par enfant. Et que c'est rien pour s'occuper d'un enfant, surtout qu'il y a le coût d'entretenir un enfant, mais il y a aussi le coût d'opportunité. Quand vous êtes une mère célibataire et que vous avez la charge entière d'aller chercher vos enfants à 17h, à 17h30, vous allez encore moins prendre les postes mieux rémunérés ou avec des plus gros horaires. Donc, en fait, vous avez aussi un coût d'opportunité. Et puis, bon, après, à grande échelle, ça veut dire avoir un logement plus conséquent, avoir des factures d'électricité plus conséquentes, des factures d'eau plus conséquentes aussi. Et moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup choquée, c'était que le père de 3 enfants, en fait, après un divorce, donc un père qui n'en a pas la garde, gagne 12% de niveau de vie. Donc, c'est dire combien il fait des économies d'échelle, alors qu'en plus, c'est la personne la plus riche des deux. À l'inverse, plus il y a d'enfants, plus une femme, après une divorce, est exposée à la pauvreté. Donc, là aussi, je veux dire, c'est après une séparation, dans la gestion des divorces, on a tendance à dire aux femmes « Ah bah oui, mais madame, il fallait réfléchir.
il fallait réfléchir avant de vous mettre à temps partiel, il fallait réfléchir avant d'être une femme entretenue qui vivait sur l'argent de son mari et tout. C'est d'une hypocrisie folle parce qu'en fait, ces économies d'échelle réalisées par les conjoints sur le travail domestique, elles sont immenses. Et là, je ne parle que du travail domestique, mais bon, si vous prenez le coût de la contraception aussi sur toute une vie, ça fait quand même beaucoup. Dans le livre, je parle aussi de la charge esthétique, qui est donc toute la prescription de beauté que les femmes, à laquelle les femmes doivent répondre. Donc, qu'est-ce que c'est le coût de l'épilation sur toute une vie pour être considérée comme une femme bien, hétérosexuelle, séduisante, qui fait des efforts pour son conjoint. Voilà. Donc, je veux dire, la liste des coûts et des manques à gagner, elle est très longue. Et je tiens vraiment à rappeler que ce ne sont pas que les hommes qui font des économies d'échelle là-dessus, c'est aussi l'État. Et sachant que l'État a énormément de règles sexistes d'un autre temps, quand vous voyez que vous pouvez légitimement demander à réviser la pension alimentaire que vous versez à la mère de vos enfants, si elle se remet en concubinage, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Les pensions de réversion aussi, parce que la fin de mon livre, c'est sûr, donc après le couple, donc séparation ou veuvage. Quand vous êtes veuve, vous avez le droit de toucher 50% de la retraite de votre conjoint si vous êtes marié. Et ça, je précise bien parce qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ne sont pas mariées ou qui sont pacsées ou qui sont mariées en séparation de biens, qui pensent qu'il n'y a pas de souci, alors qu'en fait, ces inégalités domestiques et parentales, elles continuent, même pour les gens de ma génération. Donc en fait, là, quand il n'y a pas de mise en commun des biens, on est encore plus exposé. Donc, vous avez droit à 50% de la retraite de votre conjoint si vous êtes marié. C'est conditionné à un plafond de ressources. Et pour la pension de réversion complémentaire, c'est souvent conditionné au fait de ne pas se remettre en couple. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la participation que vous avez eue à la carrière de votre conjoint, qui donc lui a ouvert des droits à la retraite conséquents, elle n'est jamais reconnue. Et que cet argent-là vous est accordé comme une faveur pour vous, pauvre veuve, éplorée, isolée, qui ne refait pas sa vie et qui reste loyale même après la mort. Voilà. Donc, c'est conditionné un peu au chagrin, entre guillemets. Mais si vous refaites votre vie, bon, bah là, vous n'avez plus besoin de cet argent qui est versé un peu comme l'argent d'un bienfaiteur. Et là-dessus, vraiment, moi, je recommande de lire Le genre du capital de Céline Bessières et Sybille Golac, qui est un livre majeur et qui explique très bien en fait comment sont calculés les divorces, les séparations, comment sont calculées les pensions alimentaires dans un système de comptabilité inversée où on va regarder ce que l'homme peut donner dans la limite de ses revenus immédiats et ce dont la femme peut se contenter. Donc on n'est pas sur une égalité ou une problématique de justice, mais sur le moindre conflit. Et là, évidemment, les femmes ont du mal à se défendre parce que souvent, elles n'ont pas conscience de la valeur qu'elles ont créée et en plus, elles ne sont pas forcément aidées par les professionnels autour d'elles. Voilà, je vais mettre un point à cette réponse. Mais voilà, c'est des variables d'ajustement pour leurs conjoints, pour l'État, pour toute la société. Je pense qu'il serait vraiment temps de leur rendre ça, de le reconnaître et de leur ouvrir des droits et de la protection. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas en fait en quoi une femme qui s'arrête de travailler, admettons, pour s'occuper de ses enfants à temps partiel ou à temps plein, parce qu'on manque de crèches, parce qu'on manque de structures d'accueil, comment ça se fait qu'elle n'ait pas de droit au chômage ou à la retraite. Voilà. Sachant qu'élever un enfant, c'est aussi participer à de la valeur pour la société de demain. Merci de m'arrêter là. Alors justement, comment faire pour remettre en cause ce patriarcat, trouver des solutions? Lucile Pétavin, vous nommez notamment le travail d'acculturation qui conduit à éduquer les garçons dans le sens d'une valorisation des comportements violents et toxiques. Vous, Lucile Quillet, c'est plutôt le conditionnement, comme vous venez de l'expliquer, des femmes éduquées à croire que ce qu'elles subissent sont en fait les conséquences naturelles de choix libres et conscients. Donc, en fait, vous dénoncez toutes les deux ce système patriarcal qui existe depuis le néolithique, et donc qui n'a aucun intérêt à changer, à modifier les choses, hein, parce qu'on est sur un système d'exploitation des hommes sur la femme. Comment est-ce qu'on peut mettre fin à tout ce système-là et par quoi aussi le remplacer? Par quoi on commence? Par quoi commencer? Lucile une... Pétavin? Ouais, c'est une très vaste question.
Non, mais je crois déjà que la prise de conscience, hein, on en a parlé, mais je crois que c'est la première chose, le premier pas, et notamment effectivement dans l'éducation à la virilité des petits garçons, puisque aujourd'hui, on éduque encore les garçons à travers ces valeurs viriles. Il faut savoir qu'on sociabilise effectivement différemment les filles des garçons. On ne leur donne pas les mêmes normes, les mêmes valeurs pour vivre en société. Et c'est quelque chose qui est parfois difficile à reconnaître, et notamment de la part des parents. Voilà, moi, je vois dans mes conférences combien j'ai des parents qui me disent « mais je ne comprends pas, j'éduque mon garçon comme ma fille et pourtant, voilà, mon petit garçon a des comportements virils et ma fille aime voilà, les poupées, la douceur, etc. » Alors, on l'a dit, hein, il n'y a rien de biologique, il n'y a rien de naturel là-dedans. Les sciences sociales, les sciences de l'éducation ont bien montré que ça passait par tout un tas de mécanismes qui sont bien identifiés. Et effectivement, aujourd'hui encore, on éduque les garçons à travers des valeurs viriles, c'est-à-dire, pour faire assez court, à travers, en gros, la loi du plus fort. Voilà, je crois que la force, c'est véritablement l'arc-boutant de la virilité qui va servir malheureusement donc la domination masculine qui va s'exercer sur les femmes, qui va s'exercer sur toutes les personnes qui ne répondent pas donc aux injonctions de la virilité. Et donc, quand je vous parlais des mécanismes éducatifs, on sait par des études, puisque là aussi, moi, je m'appuie uniquement sur des études, et bien que, par exemple, quand on a un bébé garçon, eh bien, on va avoir des rapports beaucoup plus toniques avec lui, donc on va valoriser sa force physique beaucoup plus que lorsque on a un bébé fille, par exemple. Également, on va moins verbaliser les sentiments avec les garçons. On va avoir un langage moins affiliatif, c'est comme ça qu'on l'appelle. Par contre, on va valoriser la colère. Il y a des études qui montrent que lorsqu'on lit une histoire à un petit garçon, on surjoue le sentiment de la colère plus que lorsqu'on lit cette même histoire à une petite fille. Et puis, les garçons sont moins sanctionnés pour les comportements perturbants, ils sont plus libres dans leurs faits et gestes, dans voilà, ils sont aussi moins prévenus du danger que les filles. Et donc, comme ça, très tôt, dès les premiers jours de la vie des enfants, on prépare un terrain favorable finalement aux futures conduites déviantes des garçons. Mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours vu parce que nous-mêmes, nous avons été éduqués à travers ces schémas. Donc, on les transmet de façon pas toujours consciente. Et puis, c'est quelque chose qu'on va minimiser. C'est-à-dire qu'on va dire « oh, mais il n'y a rien de grave dans les comportements un petit peu virils des garçons, voilà, c'est l'enfance, c'est pas très grave ». Et pourtant, la violence s'exprime très rapidement dans les jeux des garçons, donc que ce soit avec les jeux de bagarre, les jeux de bataille, les armes factices. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait de plus en plus débat, et tant mieux, mais ça ne bouge pas pour autant. Dans 90% des cas, quand il y a une arme dans un catalogue de jeux, elle est tenue par un petit garçon. Et puis, il y a effectivement toute la culture, avec les films, avec les livres, dans lesquels l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes qui s'adonnent à une violence qui est souvent légitimée, par exemple, ne serait-ce que pour sauver le monde. Eh bien, voilà, on voit que les garçons développent une appétence pour cette violence, une identification à ces personnages. Et puis, il y a aussi le moment de l'adolescence, qui est un moment de cristallisation un moment de cristallisation dans la construction de l'identité virile, qui va passer notamment dans les yeux des pères. Donc, les garçons, pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils résistent à la douleur physique, morale, vont par exemple se donner des coups, vont par exemple s'insulter, et il faudra qu'ils montrent qu'ils résistent. Voilà. Donc, on voit comme ça, effectivement, qu'il y a toute une acculturation. Les mécanismes sont bien identifiés. Donc, il faut en prendre conscience et il faut essayer de les déconstruire parce que lorsqu'on a conscience, justement, des effets néfastes voilà, sur toute la vie des hommes, je crois que ça semble primordial, d'autant plus qu'on voit que les femmes sont victimes de cette virilité, bien évidemment par les violences systémiques
que nous subissons, mais les garçons aussi, les hommes aussi sont victimes de cette virilité. Par exemple, on parle des prises de risque, parce que ça a un coût de montrer qu'on est fort. C'est un coût qui est extrêmement important sur la santé des hommes, notamment. Il faut voir, par exemple, que 75% des morts sur la route sont des hommes, que 80% des cas de cancer liés au tabac et à l'alcool concernent des hommes. Et les prises de risque s'expriment dès le plus jeune âge, puisqu'on sait qu'à l'âge de 14 ans, c'est une étude de l'OCDE qui indique que les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Et si on prend la population des hommes dans leur entièreté, les hommes ont 2 à 3 fois plus de risque de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc, on voit bien que finalement, on aurait tous beaucoup à gagner, les hommes comme les femmes, à sortir de ces schémas. Et je crois que ça, il faut le rappeler pour les hommes qui ont du mal avec cette question de la déconstruction de la virilité. Je peux en témoigner en ce moment. En fait, ils se sentent visés alors qu'on remet en question des schémas éducatifs, des schémas culturels, rien de plus. À aucun moment, on essentialise le propos, c'est-à-dire on dit oui, si les hommes sont violents, c'est par nature, etc. Je crois que là, on a toutes les sciences qui sont à notre secours pour montrer que non. Donc, voilà, je pense que voilà, il faut qu'il y ait une volonté aussi de la part des hommes. C'est mon sujet du moment et je tiens à le souligner. Merci, Lucille. Lucille Quillet, peut-être de votre côté. Je rejoins Lucille sur l'importance de montrer que les hommes aussi ont y gagné. Et alors, c'est vrai que sur l'argent, souvent, on se dit, bah oui, mais bon, ils ne vont pas vouloir redistribuer leurs privilèges. Mais moi, en fait, j'entends des hommes qui me disent, mais vous nous dites que le couple est une arnaque pour les femmes, mais moi, je n'aime pas mon travail. Et l'expression consacrée, c'est vraiment, je me fais chier au travail pour ma famille. Donc, parce qu'eux aussi, ils sont en prise avec des stéréotypes liés à l'argent. Il faut être celui qui gagne le plus, il faut être le pourvoyeur. L'argent est un gage de virilité, donc c'est pour ça c'est un domaine interdit aux femmes et survalorisé pour les hommes, mais ça ne les rend pas pour autant plus heureux à y gagner. Et moi, je n'ai pas du tout fait un livre contre les hommes, comme Lucille n'a pas écrit du tout un livre contre les hommes. Enfin, bon, bref, qu'on soit d'accord là-dessus. Ce qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Recalculer le prix de la contraception, revoir son budget, revoir la répartition de ses dépenses, voir aussi comment est-ce qu'on est protégé à l'avenir, si on est marié, si on n'est pas marié, comment est-ce qu'on s'arrange, comment est-ce qu'on se répartit les biens. Ça, c'est des choses qu'on peut faire à son échelle individuelle. Après, pour moi, l'accent, il doit quand même être beaucoup plus mis sur le politique et sur le collectif, aussi pour déculpabiliser les femmes, parce qu'il y en a qui me disent « mais je suis nulle, mon couple n'est pas égalitaire ». Des femmes qui ont tendance à se surresponsabiliser pour tout et à penser que c'est de leur faute et que la solution doit venir seulement d'elles. Moi, je dis qu'elles ont déjà beaucoup de choses à gérer, donc il ne faut pas se mettre une énième injonction. Et le changement, il doit être politique. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à une échelle politique. Alors moi, j'ai fait une petite liste. On peut déjà déconjugaliser les aides sociales. En ce moment, on parle beaucoup de l'allocation adulte handicapé. Il y a plein d'autres aides, en fait, qui sont conditionnées au revenu du couple. Il y a la CAF. Notamment, vous n'êtes éligible pour la caisse des impayés des pensions alimentaires que si vous ne vous êtes pas remise en couple. Donc là aussi, voilà. On peut revoir le calcul de la pension alimentaire moyenne. On peut déconditionner du coup l'accès aux pensions de réversion à ces critères sexistes de la veuve éplorée et isolée. Et voilà. On peut avoir un congé paternité qui soit de durée égale au congé maternité. Ça aiderait aussi notamment beaucoup la carrière des femmes et aider à ne plus avoir cette discrimination qui perdure en entreprise et qui participe à faire de la conciliation vie privée, vie pro une problématique féminine. Et ça, c'est dire combien on est encore dans un monde du travail qui n'est pas inclusif et qui n'est pas fait pour les gens qui ont des enfants. Là aussi, les hommes ont beaucoup à y gagner parce qu'il y en a qui ont envie de plus s'impliquer dans leur vie de famille. On peut mieux rembourser la contraception, on peut revaloriser le travail du care, on peut créer quand même une reconnaissance pour le travail domestique et parental qui est fait quand il y a un manquement
de la part de l'État sur les structures de la petite enfance, aussi sur les structures de la vieillesse. En fait, voilà, c'est reconnaître la valeur du travail des femmes. Et puis, je pense qu'aussi, ça c'est très important pour les nouvelles générations, c'est de ne plus uniquement accorder de la reconnaissance aux couples mariés. Je veux dire, moi, je ne comprends pas en quoi c'est compliqué de mettre une petite case quand vous vous pacsez, cette personne est éligible à ma pension de réversion. Et je pense qu'il y a des économies d'État qui sont énormes parce que les gens ne sont pas au courant que s'ils ne sont pas mariés, en fait, ils ont moins de droits. Et donc, en fait, voilà. Souvent, en fait, quand on parle de tout ça, et souvent, en fait, quand on parle des demandes qui sont faites de la part de féministes, on dit « oui, mais bon, ça c'est dans un monde idéal, qu'est-ce que tu veux y faire ?» On peut pas distribuer des aides sociales à tour de bras. Souvent, quand on parle d'allonger le congé paternité, oui, mais ça coûterait trop cher. C'est Emmanuel Macron qui avait dit « c'est une très belle idée, mais ça coûterait trop cher ». Et c'est là où moi, je suis hyper contente que le coût de la virilité existe comme livre parce que ça montre qu'en fait, on a de l'argent et que c'est une question de priorité. Donc dire ça coûterait trop cher, toutes ces revendications très mignonnes d'égalité, et les féministes sont un peu des idéalistes qui pensent que le monde des bisounours c'est possible. Non, parce qu'en fait la virilité nous coûte très cher et elle coûte aussi aux hommes, aux femmes, à la société. Donc en fait c'est une question de priorisation. Voilà. Et bon là on est en élection présidentielle, mais il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, voilà, sur ces sujets, moi, je suis très surprise parce qu'on a vu pendant la crise sanitaire combien le travail des femmes était essentiel. On a vu... Enfin, ces inégalités, elles ont été rendues encore plus explicites, encore plus exacerbées dans la sphère domestique, quand je n'ai pas accès au bureau et je dois m'occuper des enfants et de la nourriture et aussi de mon travail parce que mon patron pense que je peux travailler comme s'il n'avait pas d'enfants et mon conjoint, lui, a les meilleures conditions. Il y avait ça, le travail du care qui est complètement sous-estimé, les métiers essentiels, précaires, réalisés par des femmes qui ne sont absolument pas représentées. Personne n'est là pour les aider à défendre leurs droits et revaloriser leur métier. Et pourtant, ça, c'est complètement absent des débats. Donc voilà, pourtant, ce n'est pas si compliqué. On a de l'argent, donc c'est 100 milliards, je crois, donc, d'après Lucille. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et donc, ce que vous dites, en fait, Lucille, c'est que finalement, c'est une question politique. Et c'était un peu notre dernière question. En fait, en quoi observer les inégalités entre les hommes et les femmes sous l'angle de l'argent en fait une question politique? Alors, vous, Lucille Quillet, vous posez même la question de savoir si le couple hétérosexuel est bien démocratique. Hein, vous posez cette question-là dans votre livre. Et je voyais que... une personne posait la question, ne faudrait-il pas envisager l'hétérosexualité comme un régime politique oppressif et réfléchir à sortir de l'hétérosexualité? Alors là, on va très, très, très loin. Mais en tout cas, peut-être la question que j'aurais eu envie de vous poser, déjà, Lucille Quillet, c'est les enjeux au sein du couple auraient-ils donc une incidence sur la société tout entière? Bon, vous y avez déjà partiellement répondu, mais vraiment, en termes politiques, qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, évidemment, je poserai la question à Lucille et d'avant après. C'est complètement un sujet politique pour moi, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur. On est en train de comprendre depuis quand même plusieurs années que l'intime est politique. Ça a été très souvent là, et notamment dans la presse féminine. Enfin, pardon, je défends un peu ma chapelle, mais c'est des sujets qui ont été énormément regardés avec condescendance. Le couple, la vie privée, la famille, c'est des sujets de bonnes femmes, ce ne sont pas des sujets sérieux. On est quand même en train de réaliser qu'à une grande échelle, que ce n'est pas le cas, que l'intime est politique et que du coup, le couple est politique, évidemment. Et en ce qui concerne l'hétérosexualité, là, c'est vrai que moi, au début du livre, je définis ce que j'entends par hétérosexualité, et ce n'est pas juste un homme, une femme qui sont ensemble, c'est un idéal de vie, c'est aussi des normes qui conditionnent notre société. Et là-dessus, je renvoie à tous les ouvrages de Monique Wittig là-dessus, qui sont très éclairants et qui ne datent pas d'hier, hein, au passage. Voilà. Donc ça, c'est une référence qu'il faut avoir et qu'il faut connaître. Quand je dis que le couple doit être plus démocratique, je me suis fait cette réflexion, notamment quand il s'agissait des choix en fait, qui étaient faits. Souvent, on fait passer la carrière de l'homme en priorité parce que c'est celle qui est plus rémunératrice. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous donnez la priorité à une opportunité qu'il a, c'est comme si vous
perdiez en fait votre voix au chapitre, puisque du coup, il va être celui qui va gagner le plus. Donc, en fait, en quoi est-ce que c'est démocratique, entre guillemets, quand c'est la priorité à l'argent et non plus à la voix? Je pense notamment quand il y a des opportunités géographiques. Est-ce qu'on déménage à Melun? Bon, voilà, vous avez le droit de dire non, quand bien même, c'est très… Voilà, mais souvent, les calculs sont faits au sein du couple de façon collective, mais cette façon de réfléchir collective, elle est souvent au désintérêt des femmes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est aussi quelque chose d'important pour leurs enfants. Voilà, à la fois dans l'exemple qu'on montre. Donc, pour moi, c'est complètement un sujet politique. Il faut que les femmes déculpabilisent et il faut que la société reconnaisse la valeur de leur travail. Mais complètement. Et du coup, pour rebondir là-dessus, Lucille Pétavin, en fait, vous parliez tout à l'heure de l'éducation, mais surtout, ce qui, moi, m'a vraiment beaucoup intéressée dans votre livre, c'est que vous disiez que si les hommes étaient éduqués comme les femmes, la société tout entière y gagnerait. Et donc, ma question, c'était, est-ce que c'est pour vous une façon de réhabiliter le système de valeurs sur lequel repose l'éducation des filles, la sociabilité, le soin à l'autre, l'attention au bien commun? Et est-ce que ça voudrait dire que si on éduquait les hommes avec toutes ces valeurs, eh bien, ça pourrait être le socle d'une société plus juste et plus égalitaire? Oui, votre micro. Voilà, c'est mieux. Eh bien, je crois que vous avez tout dit. Non, mais en fait, effectivement, quand je me suis attachée aux chiffres, je me suis aperçue que les femmes qui sont peu ou pas éduquées à travers ces valeurs viriles, à travers ces valeurs de domination, et donc qui sont la moitié de la population, 51% de la population, les femmes ne sont pas une minorité, j'aime bien le répéter comme ça à chaque fois parce que je crois que c'est encore important. Eh bien, on s'aperçoit qu'elles ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Donc, je ne dis pas que l'éducation des filles est parfaite. Effectivement, il y a des questions, par exemple, sur le rapport au corps ou ce genre de choses. Mais en tout cas, effectivement, on s'aperçoit qu'elles ont une éducation qui va favoriser la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et donc, effectivement, si on éduquait aussi les garçons avec ces valeurs, qui sont finalement éduquer les garçons comme les filles, c'est-à-dire donner des valeurs, transmettre des valeurs plus humanistes à l'ensemble des enfants, garçons comme filles. Et donc, eh bien, effectivement, on vivrait dans une société beaucoup plus apaisée. Et donc, il faudrait, à mon avis, éduquer les garçons comme les filles, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'ils sont petits, leur permettre de jouer avec des poupons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, les sensibiliser à la question du partage de la parentalité très tôt dans la vie, leur apprendre aussi le respect des règles, développer chez eux les sentiments pour qu'ils soient davantage empathiques. Finalement, tout ce qu'on fait déjà avec les filles. Donc, effectivement, ça peut paraître un petit peu dingue le travail de déconstruction qu'il y aurait à faire, mais j'ai envie de dire, la solution, on l'a sous les yeux et on le fait déjà avec la moitié de la population. Donc, il faudrait effectivement transmettre ces valeurs beaucoup plus humanistes à l'ensemble des enfants. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à faire ça. Je dirais même qu'on a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va pousser les filles, on va pousser les femmes à être fortes, à prendre leur place dans cette société finalement qui est régie par la loi du plus fort. Mais à mon sens, c'est justement aller dans le mauvais sens et c'est entretenir ces rapports de domination et pousser les femmes à jouer ce jeu qui est néfaste et nocif, on l'a dit, pour toutes et tous. Je pense aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises, on dit aux femmes qu'il faut être forte, il faut savoir s'imposer, mais déjà dans un monde cruellement inégalitaire, bon, est-ce qu'elles vont arriver véritablement à s'imposer? La question se pose. Et puis, on se rend compte effectivement que le management autoritaire, c'est-à-dire le management qui repose sur ces rapports de domination, eh bien, a des coûts.
Je crois qu'il y a une étude qui date il y a déjà une dizaine d'années qui calculait les coûts sur la santé du management autoritaire. Donc, on sait que toutes ces valeurs sont extrêmement néfastes, et même si on parle d'économie. Donc, effectivement, moi, je suis pour une valorisation, une revalorisation de tout ce qui est dit féminin et qui, à mon sens, permettrait de lutter très, très activement contre le sexisme, contre l'homophobie, parce que lorsque l'on éduque nos petits garçons et qu'on fait en sorte qu'ils évitent et même qu'on dévalorise auprès d'eux tout ce qui se rapporte aux femmes. Par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, mais on est en 2022, il est encore quasiment impossible de mettre un t-shirt rose à un petit garçon, parce qu'un homme ne doit surtout pas être une femme, et que être une femme, c'est dévalorisant. Et donc, quand on fait ça, je crois qu'il faut qu'on ait bien conscience qu'on crée in fine des comportements sexistes et des comportements homophobes. Donc voilà, ça pourrait revaloriser les valeurs dites féminines, le féminin, voilà, nous permettrait de véritablement jouer sur l'origine et activer les leviers de l'égalité. Merci. Merci Lucille Quillet, Lucille Pétavin pour vos réponses extrêmement riches. Laurence, voilà, on va vous proposer de vous garder, si vous voulez bien, encore quelques minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions. Laurence, je te laisse. Oui, alors nous avons une question qui se veut encourageante, dans le sens où vous avez sûrement entendu parler qu'il y a un Portugais qui a été condamné à verser 60 000 € à son ex-femme pour ne pas avoir fait le ménage pendant 30 ans. Ça, faut l'encourager, il faudrait le divulguer davantage pour que les ex-épouses demandent une pension, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, un dédommagement, hein, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt encourageant, tout ceci. Lucille Quillet, peut-être. Oui, plutôt Lucille qui... Oui, je crois que je mentionne cette anecdote dans mon livre. Ben, oui, alors, en effet, c'est juste. Moi, j'ai presque envie de demander, est-ce que c'est assez? Parce que quand on fait la vaisselle pendant 30 ans, ça veut dire qu'on ne fait pas beaucoup. Enfin, il y a d'autres choses, du coup, qu'on n'a pas l'opportunité de faire. Et encore une fois, on va regarder la capitalisation long terme. Si ces heures passées à faire la vaisselle, cette femme les avait fait à se former, admettons, à étudier, à monter en compétences, à passer plus de temps à un travail rémunéré qui lui aurait permis d'avoir des droits au chômage, des droits à la retraite, un salaire plus important, donc de l'épargne, donc peut-être d'investir. Je pense qu'elle serait à plus de 60 000 €, j'imagine. Je ne sais pas, peut-être que j'ai tort. Mais souvent, en fait, c'est des montants qui nous paraissent incroyables. Alors moi, je trouve la démarche déjà de légitimer le fait que c'est un travail et que ça crée de la valeur est très bien. Mais sur la capitalisation plus long terme, ça pose un peu question. Et ce que vous disiez, Laurence, en fait, ça s'appelle les prestations compensatoires. C'est-à-dire que quand on se sépare, et qu'il y a des écarts de revenus qui sont forts, c'est ce qu'on appelle la pension versée à l'épouse, mais en fait, ça s'appelle la prestation compensatoire. Et ça, il faut savoir que le calcul a changé dans les années 2000, c'est-à-dire qu'avant, votre ex-mari pouvait vous verser cette prestation pendant 20-30 ans, enfin jusqu'à la mort, et que maintenant, on l'a réduite à 8 ans. 8 ans maximum de versement, avec quand même une préférence pour un versement immédiat, pour que, et là c'est quand même assez ironique, pour que ce soit moins humiliant pour les femmes de recevoir une rente de leur ex-conjoint. Donc, en fait, entre vous donner 40 000 € peut-être là tout de suite, et là encore, ça dépend du capital disponible immédiat de votre conjoint, donc c'est souvent sous-estimé, et là je renvoie à nouveau au genre du capital, au livre de Sybille Golac et Céline Bessière. Donc, entre vous donner 20 000, 30 000, 40 000 € d'un coup ou avoir en fait une pension de quelques centaines d'euros sur 30 ans, ça peut quand même en fait changer la donne. Voilà, sur la valorisation de ce travail domestique. C'est clair. Lucille Pétavin, il y a une question pour vous. Avez-vous connaissance de travaux similaires aux vôtres dans d'autres pays? Alors, quand je me suis lancée effectivement dans le calcul du coût de la virilité, je suis allée voir s'il y avait d'autres choses qui avaient été faites. Donc, c'était il y a 2 ans à peu près. Alors, je n'avais rien trouvé.
Je sais que depuis, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui s'appelle The Man Box, je crois, alors qui ne s'appuie pas tout à fait sur les mêmes méthodes de calcul que moi. Voilà, le chercheur ne définit pas tout à fait la virilité de la même façon que moi. Il sous-estime encore, mais pour d'autres raisons, les coûts. Et donc, je crois que ça, c'est une étude qui est sortie l'année dernière, mais qui ne s'attelle qu'à un panel très restreint d'hommes. Donc voilà, c'est intéressant de voir que l'idée commence à faire son chemin. Est-ce qu'il y a une autre Oui, question? Laurence, vas-y, je oui, t'en j'aurais une prie. question. Est-ce que dire que les hommes sont victimes du système patriarcal, viriliste, misogyne, créé et maintenu par eux et pour eux, ce ne serait pas un peu comme dire que les esclavagistes étaient victimes aussi du système esclavagiste raciste, parce que parfois, eux aussi, mouraient en mer pendant le commerce triangulaire? Alors, La corde autour du cou qu'on se serre soi-même. mm, mm. Mais je comprends tout à fait que ce soit, enfin comment dire, je comprends tout à fait que ce soit difficile, que ce soit quelque chose qui soit difficile à entendre. Et je pense que même en tant que féministe, ça reste difficile à dire que par certains aspects, effectivement, les hommes payent aussi certains coûts, même si on est d'accord, et ça peut-être qu'on ne l'a pas assez rappelé, que tous les hommes sont les bénéficiaires indirects ou directs de ce système de hiérarchie. Voilà, là, je pense qu'effectivement, il faut être très clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et souvent, le problème aussi, c'est que quand on dit « Ah, les hommes sont victimes », eux, ils se victimisent et ils s'en servent à mauvais escient pour justement ne pas faire de travail. Et comme ça, ils se débarrassent du sujet. Mais je crois que là, je parle à mon échelle et quand je vois dans les conférences que je donne, j'ai l'impression et j'espère que les chiffres, et notamment les chiffres qui les touchent eux, sont, il me semble, un bon outil, enfin le meilleur que j'ai pu trouver jusque-là, pour les convaincre et quelque part les sensibiliser. Mais c'est extrêmement difficile. Il y a des résistances, voilà, quand on touche à la question de la virilité, c'est extrêmement compliqué parce que je crois que la virilité se fonde sur… Enfin, finalement, on vient toucher l'ego des hommes qui a été construite à partir de ces valeurs-là. Et c'est quelque chose qui est difficile. Et même si je dois dire que quelque part, c'est pas évident pour moi, voilà, j'ai vu tout à l'heure le message sur les gens qui savent nager et la baignoire, eh bien, j'espère que ça puisse fonctionner. Et si je fais tout ça, c'est finalement pour les femmes et me dire, voilà, si ça peut réduire un tout petit peu la violence envers les femmes, c'est quelque chose, c'est un outil que voilà, je ne veux pas me passer de l'utiliser. Et Lucille Quillet, en fait, je voyais une remarque là dans le chat de quelqu'un qui disait, mais si on doit passer uniquement par leur empathie pour les faire changer, n'est-ce pas un échec en soi? Alors, en fait, la notion d'échec, je trouve qu'elle est intéressante parce que du coup, ça voudrait dire que c'est quoi la mission première? Est-ce que c'est d'avoir un système plus égalitaire ou est-ce que c'est d'arriver à ce système égalitaire dans l'exemplarité, la moralité, la droiture, l'honneur, tout ça? Moi, alors, bon, pour le parallèle avec les esclavagistes, je ne sais pas trop. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il faut… Enfin, j'ai la conviction, c'est peut-être très triste, mais c'est très pragmatique, je pense, qu'en fait, je pense que c'est quelque chose d'humain, mais vous ne vous intéressez à des injustices qu'au moment où on vous démontre le bénéfice qu'il y aura pour vous. C'est très égoïste, c'est très individualiste, c'est triste, c'est pas un comportement empathique du tout, mais je pense vraiment que les gens s'intéressent à quelque chose et sont pour le changement à partir du moment où ils peuvent en bénéficier. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de dire que les hommes vont en bénéficier. Je pense que c'est important de dire que les hommes subissent aussi une somme de stéréotypes.
Moi, par contre, j'aime quand même bien rappeler, on va dire, la proportion des choses. C'est-à-dire qu'on peut être un homme qui subit des stéréotypes liés à l'argent, au patriarcat, à la masculinité toxique. La différence, c'est qu'on a plus de moyens, c'est qu'on a plus de choix, c'est que du coup, on est quand même en position dominante. Donc, ça ne sert à rien de faire d'essayer de se mettre à égalité avec les femmes sur le sujet des inégalités. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu obscène là-dessus. Voilà, c'est pour ça que, bon, moi, quand j'entends des hommes qui me disent « oui, mais je me fais chier au travail pour ma famille », oui, certes, très bien, mais vous aurez toujours les moyens de partir ou pas, vous aurez toujours du capital à vous, vous aurez le choix. Et ça, c'est quand même l'immense différence. Après, c'est vrai que c'est triste de se dire que l'empathie ne suffit pas. Mais enfin, j'ai l'impression qu'historiquement, l'empathie n'a jamais suffi. Mais le droit, par contre, est là. Et du coup, c'est pour ça que le droit et la justice. Donc là, quand on parle de ces chiffres-là, j'ai l'impression qu'on a quand même cette impulsion de ne pas en faire un sujet de minorité pour lequel on demande de l'empathie de la part des hommes. Moi, ça m'énerve beaucoup, en fait, quand on parle de ces sujets-là, qu'on dit « oui, mais les hommes sont gentils, ils s'intéressent au féminisme ». Enfin bon, moi, ça, comment dire, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je n'ai pas envie qu'ils soient gentils. Et surtout, pour moi, ce n'est pas une question de me faire une faveur. C'est question que si on est dans une société juste, liberté, égalité, fraternité, ou enfin bon, il faudrait peut-être aussi changer ce mot, on revient au droit, on revient à la justice, et du coup, on réfléchit par là. Et être gentil, enfin voilà, moi, j'ai pas envie de donner des médailles à des hommes qui s'intéressent au féminisme. C'est un enjeu de justice sociale, comme nombre d'autres discriminations, inégalités pour d'autres groupes sociaux. Donc, à partir du moment où on réfléchit à quelle société on veut avoir, comment on arrive à façonner ça avec le politique et qu'est-ce qu'on en retire comme bénéfice. Et là, quand je dis bénéfice, ce n'est pas forcément des bénéfices financiers, capitalistes, mais quels bénéfices on en retire en tant que société dans le bien-être, aussi pour le bien-être des enfants. Enfin, tout le volet éducation qu'a évoqué Lucille est hyper important. Et moi, je trouve qu'en effet, moi, je ne comprends pas qu'à l'école, il n'y ait pas des cours d'autonomie de soi-même, où on apprend à se faire à manger, à se laver, à laver son linge. Voilà. Bon, moi, je fais partie d'un collectif de femmes expertes du travail des femmes. On a fait 10 propositions aux candidats pour favoriser l'égalité professionnelle. Et parmi ces propositions, il y a l'établissement de cours d'autonomie à l'école. Et ça semble loin des problématiques d'égalité professionnelle, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une dimension éducative là-dedans. Bon, là, après, je m'éloigne un peu de la question, mais voilà, pour répondre à cette… Un grand merci. Je ne sais pas si… Qu'est-ce que tu en penses, Laurence? Parce qu'il est déjà un petit peu tard. Alors, il y a une spectatrice qui propose la grève des femmes. Est-ce que ce serait pas une solution de faire des grèves? Alors, ouais. peut-être pas le même jour, mais enfin, le même jour, Ah, ou de si. temps en temps, ou Si. par secteur d'activité, par exemple. Donc, ce serait une force extrême. Que vous en pensez de faire des grèves de ce type-là, les Moi, Lucie? Ouais. je me souviens de la vidéo qui avait été diffusée il y a quelques temps par une mère de famille anglaise ou je ne sais plus, qui montrait qu'elle s'était arrêtée de faire des tâches ménagères dans la maison. Et au bout de 2-3 jours, c'était, voilà, le lave-vaisselle était plein, la vaisselle débordée, rien n'était fait en fait, rien n'était fait. Et ce n'est pas parce qu'elle arrêtait que finalement, son garçon et son mari prenaient le relais. Donc, juste avec cette vidéo, je crois qu'elle avait marqué les esprits. Alors, effectivement, si c'était quelque chose qui était fait à grande échelle et qu'on se mettait tout à filmer ce qui se passe C'est chez vous, intéressant. ça pourrait peut-être… Au travail, oui. Bon, écoutez, un immense merci pour cet échange passionnant, Lucie Péterin, ici qui est. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes. On est désolé de ne pas pouvoir avoir pu poser toutes vos questions. C'était très, très riche et il y avait beaucoup, beaucoup de réactions. Je ne peux que vous inviter à lire ces 2 livres absolument passionnants, l'un comme l'autre, mais vraiment très, très inspirants. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. On voulait aussi dire, Laurence et moi, un grand merci à l'artiste Amanda Hart qui a fait le portrait de nos 2 invités.
Et puis, vous annoncer notre prochain rendez-vous, déjà, les pages de l'égalité, qui aura lieu le 25 avril prochain. Nous y parlerons de la place des femmes dans les médias. Et nos deux invités seront les journalistes Isabelle Germain et Pierre-Yves Ginet. Donc, j'espère que vous y rejoindrez. Voilà, un grand merci aussi au Laboratoire de l'égalité pour cette initiative. Et puis, encore une fois, Lucille Pétavin, merci pour votre présence et votre participation. Merci pour l'invitation aussi de cette rencontre. Et puis, bon courage Lucille qui est à Moscou, en espérant que les choses vont aller pour vous. Merci. Oui, tout va bien pour le moment. Et puis, belle soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.